Oui, oui, tu peux faire quelques photos du public. Alors pour les derniers arrivés, la conférence sera enregistrée et donc on vous communiquera le lien sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité de la conférence d'Olivier Abel. Alors quelques mots d'introduction. Madame la conseillère départementale du canton Henri-Slaise, alors monsieur le maire n'est pas là, je ne sais pas s'il nous rejoindra, il y a quelques représentants et représentantes du conseil municipal du Carnabail, dont je salue la présence. Messieurs les représentants de la presse locale, de la Dépêche du Midi et du Petit Journal, mesdames, messieurs, cher Olivier, chers amis, je tiens d'abord à remercier l'Union des familles ariégeoises laïques et sa représentante départementale Mireille Boulard, notre partenaire privilégié durant cette semaine de la laïcité, puisque nous avons monté une exposition durant cette semaine. Je salue également la présence ce soir parmi nous de notre voisin de Gabre, à la personne du pasteur Philippe de Robert, professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui a beaucoup œuvré, c'est pour ça que j'insiste, à l'occasion de plusieurs colloques consacrés à Pierre Bayle. Et bien sûr, je voudrais remercier tout particulièrement notre ami et conférencier Olivier Abel, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous ce soir, philosophe, spécialiste de Pierre Bayle, professeur émérite de la faculté protestante de Montpellier également, et qui réside au Borde. Donc ce soir le thème c'est la laïcité, Pierre Bayle et la laïcité. Alors en avant-propos, je signalerai que l'an prochain, en 2025, nous commémorerons les 120 ans de la fameuse loi de 1905, et l'association autour de Pierre Bayle, qui est présente ce soir à travers le président et ses membres. Donc notre association souhaite s'associer pleinement donc, à la commémoration de ces 120 ans. Cette loi fut votée le 9 décembre 1905. Cette date anniversaire marque tous les ans le début de la semaine de la laïcité. Or, il ne vous aura pas échappé, je pense, que la semaine dernière, les 8 et 9 décembre, les cérémonies officielles à Paris de la réouverture de Notre-Dame sont venues écorner quelque peu le principe de la laïcité. Il y avait sans doute mieux à faire pour notre président de la République ce dimanche 9 décembre que de venir assister en grande pompe à un office religieux à Notre-Dame. La veille, le samedi soir, une panne de courant inopinée avait plongé dans les ténèbres les habitants de la cité de Pierre Bayle, précurseurs des Lumières, nous épargnant ainsi le spectacle de toute cette fiesta politico-macronesque. Sans évoquer pour autant la divine providence, on peut dire que Dame Fortune nous a fait un sacré pied de nez. Monsieur le Président, nous vous prions instamment de lire, ou plutôt de relire, le mode d'emploi avant utilisation. Article 1er de la Constitution de 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais je m'égare un peu trop sans doute et je vais sans plus attendre donner la parole à celui que nous sommes venus écouter ce soir pour retrouver à la fois un peu plus de hauteur et de profondeur et pour qu'il nous éclaire à son tour sur Pierre Bayle et la laïcité. Olivier, à toi la parole. Nous sommes tout oui et encore un grand merci pour ton amicale présence.
Merci à toi. Merci beaucoup, Francis, pour ces mots chaleureux et cette introduction qui montre bien que l'actualité de ces questions est toujours en cours, bien sûr. Donc, je disais un mot sur la laïcité en général, et puis je vais venir à Bail, bien sûr. C'est un sujet qui est presque toujours un sujet furieux. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, ça montre qu'il est vivant. Et c'est un sujet de débat, un sujet de discussion, et autour duquel toute la société française, on pourrait dire, ne cesse de s'organiser et de se réorganiser. Comme quoi, c'est une question vivante. Je vais dire 2 ou 3 mots sur comment moi je suis rentré dans ces questions. Je suis entré d'abord par la connaissance, tout à l'heure je vous dirai, de Bail, qui est quelque chose qui m'a accompagné depuis mon adolescence. On avait bien sûr le dictionnaire de Bail chez nous, là, à Marveille, au bord. Mais moi je suis rentré parce que j'étais professeur de philosophie à Istanbul quelques années. Et donc la situation turque, dans un pays qui affichait très fortement sa laïcité, mais qui était un pays finalement assez peu laïque, puisque la laïcité... Quand on arrivait, on était, par exemple, mon permis de séjour, comme j'étais français, j'étais marqué catholique. Alors j'ai protesté, j'ai dit, mais attendez, je ne suis pas catholique. On dit, non, les Français sont catholiques. Ah bon, d'accord. Et donc, et alors j'ai réalisé à ce moment-là qu'on pouvait avoir des sociétés très laïcisées. Attendez, excusez-moi, est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Oui. Des sociétés, je l'avais lancé avant, bien sûr. Des sociétés très laïcisées, apparemment, mais en fait très peu sécularisées. Et voilà, j'y reviendrai. Je pense c'est important de penser les deux versants. Il faut que nos sociétés se sécularisent aussi pour se laïciser. Voilà. Mais je dirais aussi que les régimes de tolérance, puisque là, il a beaucoup réfléchi sur cette question de la cohabitation, de la coexistence. Et bien justement, dans l'Empire ottoman, c'était un empire que Bail, on peut dire, dont il fait l'éloge en disant que c'est une société extrêmement pluraliste, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs... etc. Pourquoi est-ce que nous, en France, on n'est pas capable de trouver cette pluralité? Mais à vrai dire, chaque régime, qu'il soit le régime de l'Empire, le régime impérial, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, etc., ou le régime État-nation, on peut dire chacun de ces régimes a ses angles morts. Il est tolérant sur certains aspects et pas très tolérant sous d'autres aspects. Bon, c'est pas le débat ici, mais voilà. Je suis rentré dans ces questions-là par cette entrée-là. Et puis aussi, j'étais depuis longtemps un ami de Régis Debray. On a eu beaucoup de discussions sur justement la société française, son rapport ambigu au catholicisme et l'histoire de la laïcité. Et dans un livre très important qui s'appelle La critique de la raison politique, Régis Debray montrait que la rationalité politique elle-même repose toujours sur un irrationnel qui est de l'ordre on va dire du sacré national ou du religieux, etc. Et donc il montrait à Rome, il montrait dans toutes les sociétés le fonctionnement de ce paradoxe, on va dire, à la fois rationnel et irrationnel qu'on trouve dans toute société. Et donc l'idée que dans toute société, il y a quelque part un théologico-politique qu'il ne faut cesser de déconstruire pour le critiquer. Mais pour ça, il faut reconnaître qu'il existe. Alors je dirais d'un mot d'abord, c'est que Bail et laïcité, c'est un anachronisme évidemment, quand même. C'est-à-dire le mot laïcité, il apparaît vraiment en 1871 pour l'instruction publique. Alors le mot laos, le peuple, un mot grec qu'on retrouve dans liturgie, c'est un mot, alors lui, très ancien bien sûr. Mais la laïcité, c'est une notion liée vraiment à la montée vers la Troisième République, etc. Mais en même temps, il y a quand même une question constante dans toutes les sociétés, je viens d'y faire allusion, c'est la question de comment est-ce qu'on fait un avec du multiple, avec du divers. Hein, bon. Et la laïcité est une réponse à cette question-là aussi. On peut dire que l'histoire tout entière est une suite de réponses et de questions. Alors, je vais insister sur le fait, parce que en amont de Bail, il y a vraiment l'apparition de la France moderne. Et on est vraiment au tournant de la modernité. La modernité au sens où la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme sont contemporains de cette modernité qui est marquée par l'autonomisation réciproque, progressive, très lente,
du théologique et du politique. Et c'est préparé par toutes sortes de traditions. On peut montrer que même dans les institutions de l'Église romaine, il y a déjà des dissociations très fortes qui existent. Ça. Bon. Moi, par exemple, j'avais fait un livre sur Calvin, où, quand Calvin dit que le mariage est une affaire de l'officier civil, le mariage, le divorce, Calvin institue le droit du divorce, y compris pour les femmes d'ailleurs. Oui, donc, mais c'est une affaire de l'État civil, des magistrats civils et pas de l'Église, par exemple. Donc, on voit que cette différence, elle apparaît un peu contemporaine avec ce que fait les travaux de Machiavel ou de Bodin, par exemple, de Jean Bodin, qui est un des grands philosophes politiques de cette époque-là. Bon. Alors, on pourrait comme ça tirer une ligne de cette modernité, une tige optimiste sur la laïcité, sur la cohabitation des religions, etc. Mais en même temps, la naissance de la nation française moderne... Allez, entrez donc. Entrez, je vous en prie. Peut-être que je suspends un instant, peut-être pour installer des chaises, non ? Il faut peut-être installer 2 chaises de plus. Il y a une son, mais pas à côté. Ah, d'accord. C'est pas grave. Installez-vous. Je vous en prie. Oui, je dirais d'un mot que c'est vrai que en même temps, cette modernité, ce tournant de la modernité, il est accompagné de beaucoup de violence, et les guerres de religion sont aussi des guerres du politique, enfin de la fondation du politique, du théologico-politique. Je dirais la Saint-Barthélemy, par exemple. Mais c'est comme si, en fait, à ce moment-là, la France est sans cesse en train de tenter de refaire son unité du corps de la société, du corps de la nation, mais sur le modèle de l'unité eucharistique, de l'Eucharistie, du corps mystique du Christ, représenté par le corps du roi qui est un, si vous voulez. Et donc la monarchie française, en quelque sorte, tente avec Henri IV, on va voir, et puis après n'y arrive pas, y arrive à dissocier le corps de la nation du corps mystique eucharistique de l'Église. Vous voyez, c'est pas si facile que ça. La naissance de l'État-nation n'est pas si facile que ça. Et du coup, il y a, j'anticipe, je ne vais pas développer ça, mais des débats possibles. Vous savez que du coup, cette nation, elle est sans cesse, ce corps mystique de la nation est sans cesse capable de refabriquer une sorte de corps étranger à rejeter. Ça a été le cas avec les protestants, ça a été le cas avec les juifs. Voilà, comment est-ce qu'on fait avec ça? Vous voyez, bon. Alors, le grand problème au départ de la modernité, c'est justement ces guerres de religion. Et donc, du coup, il y a une monotonie des réponses dans toutes les sociétés, on va dire, au tournant de la modernité, dans toutes les sociétés européennes, c'est l'absolutisme. L'absolutisme, il est caractérisé par 2 choses qui nous concernent, justement, l'armée du maréchal de Thémines. D'une part, le monopole des armes, l'interdiction des violences en dehors de l'État, Richelieu, si vous voulez, interdiction du duel, interdiction, voilà, bon, on reprend aucune place forte qui appartiendrait à un corps qui deviendrait du coup un corps menaçant. Vous savez que Richelieu a été jusqu'à faire miner la grotte du Mas, justement parce que c'était un lieu de résistance possible, et ça j'ai appris que c'était marqué dans les clauses du traité de la paix d'Alès, qu'il fallait détruire le... Et puis alors, il y a un autre monopole qu'on a oublié, qui était très important à l'époque et qui est développé par le philosophe Thomas Hobbes, qui est vraiment un des penseurs de l'absolutisme. C'est le monopole de la légitimité religieuse. Le roi, il a le monopole des armes et le monopole de la légitimité religieuse. Et notamment, il a le monopole de l'interprétation de la Bible. C'est quelque chose qu'on a oublié, si vous voulez. L'absolutisme a réuni les 2 têtes, si vous voulez. Essaye de réunir les 2 têtes. Alors, le moment Bayle, là-dedans, c'est un moment absolument passionnant, parce que, justement, il pose le problème... C'est pour ça que j'ai donné comme titre à cette petite exposé le paradoxe de la laïcité, selon Bayle. Il y a un paradoxe, parce qu'en même temps, il faut penser la liberté de conscience, mais en même temps, il faut penser l'ordre public. Donc, à quoi répond la question de l'absolutisme, si vous voulez? Et donc, voilà, il faut penser ces 2 choses en même temps, il faut dissocier ces 2 registres et les penser, les articuler. Et je dirais, voilà, lire Bayle, c'est tenter de comprendre d'où nous venons, de quel problème comment s'est fait ce travail, nécessaire de déconstruction des menaces
qui nous viennent du passé, parce que c'était pas fini cette histoire, vous voyez, cette histoire de fabrication de corps étrangers, de refaire l'unité du corps, etc. Et en même temps, des promesses issues de ce passé. Alors, Bayle, je dis quelques mots, je ne vais pas développer sur le dictionnaire historique et critique, mais c'est vrai que c'est un livre absolument prodigieux, hein, un dictionnaire des erreurs des autres dictionnaires. Bon. Bayle, qui se fait l'avocat de tous les malmenés de l'histoire, des penseurs calomniés, je pense à Spinoza, je pense à... tous les auteurs qu'il cite, il les cite parce qu'il y a eu trop d'idéologie dans leur présentation, pour essayer de les présenter chacun à travers la cohérence vive et prometteuse de leur pensée. Il fait la même chose pour Hobbes d'ailleurs, il fait la même chose pour Milton, il fait la même chose pour tous les auteurs qui ont été un peu critiqués. Il va chercher aussi des petites sectes qui ont été persécutées pour avoir eu des idées farfelues, enfin, les manichéens ou etc. Bon, voilà, les arméniens. Et puis alors bien sûr la mise en scène du dictionnaire, elle est elle-même, je trouve, très passionnante politiquement, parce qu'il y a en même temps voilà, les notes marginales, les remarques sur 2 colonnes, mais qui autorisent vraiment des digressions, je dirais, à la limite de l'incohérence. C'est ça qui m'intéresse. C'est que l'intérêt de Bayle, c'est qu'il construit un discours qui est un discours baroque, un discours qui met ensemble des choses qui ne devraient pas être ensemble, qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Je pense à Voltaire. Bon, Voltaire a repris l'idée d'un dictionnaire philosophique, plus court, parce qu'il trouvait que Bayle était un peu long quand même. Bon. Et d'ailleurs, son dictionnaire philosophique a eu, bien sûr, un succès énorme. Et puis dans son Candide, bien sûr, après le tremblement de terre de Lisbonne, il reprend les idées de Bayle contre les idées du meilleur des mondes de Leibniz, bon, et de la théodicée, hein, de la justification de Dieu comme à la fois tout bon et tout puissant, et tout intelligent, hein, parce que Bayle, ce qui est fort avec Bayle, c'est qu'il explore toutes les possibilités. Dieu n'est pas tout bon, ou bien Dieu n'est pas tout puissant, ou bien Dieu il est quand même un peu bête. Enfin bon, il est toutes les... Et alors je trouve une lettre de Frédéric II, le roi de Prusse, qui avait lu très jeune le dictionnaire de Bayle, et qui dans une lettre à Voltaire écrivait « On dit que le peuple a besoin du frein de la religion pour être contenu. Je vous assure que ce n'est pas mon sentiment. » C'est le roi de Prusse qui a écrit ça. Au contraire, l'expérience me range entièrement dans l'opinion de Bayle. Une société ne saurait subsister sans loi, mais elle peut subsister sans religion. Donc déjà là, on a un premier conflit d'interprétation sur ce point, on va dire, de la lecture de Bayle. Est-ce que Bayle écrit par athéisme, par méfiance à l'égard de la religion et de toutes les religions, sous quelque forme que ce soit, ou bien est-ce qu'il écrit ça parce qu'il refuse que la religion soit mêlée à la légitimation de l'ordre public ou à la révolte contre l'ordre public. Ça peut être la justification, ça peut aussi être la rébellion. Et voilà, les lectures sont plausibles, et je pense on est ici place Elisabeth Labrousse, qui a tellement travaillé sur cette question-là. Et je pense que les 2 lectures conduisent à des conclusions relativement proches, en fait, identiques, mais à travers des chemins différents. Et j'ai le sentiment que Bayle, tranquillement, il a exploré tous les chemins, sans chercher à dire il y a un seul chemin. Il y a plusieurs chemins possibles, mais le but, c'est pragmatiquement, c'est d'arriver au même résultat, si vous voulez. Alors, premier versant, on va explorer les 2 versants de cette pensée-là, mais je commence par situer le contexte de Bayle. Bon, d'abord, Bayle, il est fidèle, il est un peu archaïque en son temps, mais il est très fidèle au loyalisme de Calvin à l'égard des magistrats. C'est qu'en fait, voilà, jusqu'à cette époque-là, la monarchie était bordée par des aristocraties très puissantes, par 2 parlements très puissants. Le parlement de Toulouse était très puissant. Bon. Mais justement, après les guerres de religion, je reviens sur ce que je viens de dire, qui avaient ravagé beaucoup de pays et blessé tant de mémoire, il y a la dissociation, on peut dire théorique, de la sphère politique et de la sphère religieuse qui avait été exposée par Machiavel et par Calvin aussi, va s'imposer pour la minorité protestante, dont est issu Bayle, puisqu'il est fils du pasteur du Carlat, avec l'idée que c'est très important d'avoir un pouvoir souverain au-dessus des partis religieux, au-dessus des parlements, et qui puisse protéger les minorités contre la majorité, si vous voulez. Ça, c'est une idée très importante de l'époque. Et donc, tout au long du XVIIe siècle,
ce loyalisme, ce discours loyal, en disant non, non, il ne faut surtout pas se révolter, il faut au contraire obéir, montrer qu'on est vraiment des sujets obéissants, on réactive toute cette dimension-là qui vient de Calvin pour dire c'est ça notre rapport. Et donc tous les rapports avec je dirais plein de soumission, mais aussi de soumission volontaire, avec Richelieu, avec Mazarin, etc. Bon. Donc vous voyez, dans l'histoire, il y a des grands problèmes qui suscitent des grandes solutions, des grandes réponses. Et la réponse aux guerres de religion, c'est justement l'absolutisme. Pourtant, Henri IV avait tenté une refondation de la monarchie française sur un modèle différent, qui n'était pas le modèle qui avait été imposé par les princes allemands protestants contre la conception impériale catholique de l'Empire espagnol, on va dire, avec l'idée que les souverains étaient quand même soumis au pape. Bon, non, c'est le cuius regio, eius religio. Voilà, c'est cette idée-là qu'on trouve dans le traité de Westphalie, par exemple, qui dominait. Mais non, Henri IV, il est un peu en amont de tout ça, et lui, il explore autre chose dans lequel l'unité religieuse n'est pas le seul ciment possible de l'unité politique. Et au contraire, un État peut tolérer plusieurs religions. Et Bayle, lui, il partage cette idée aussi. Vous voyez, donc il y a une contradiction. Vous voyez, déjà, le paradoxe qui est en train de se constituer avec l'idée qu'un roi, l'idéal serait un roi capable de protéger une minorité d'une autre religion, ou bien un peuple qui supporterait un roi d'une autre confession que celle de la majorité, éventuellement. Hein, on a des textes comme ça de Bayle. Donc là, c'est une sorte de repère important. Et puis, alors, l'idée, c'est que la conversion d'Henri IV et l'édit de Nantes n'étaient pas juste des compromis, des concessions pour établir la paix. C'était vraiment quelque chose qui était pensé politiquement. Je n'ai pas lu, je fais une petite parenthèse, moi, je n'ai pas lu le livre de Bayrou sur Henri IV, mais je me dis c'est le moment peut-être de le lire pour essayer de comprendre quelle vision il a. Mais je ne suis pas sûr d'avoir entièrement confiance, mais bon, on va voir. Donc, il y a une dissociation des registres qui peuvent être pensés, on peut séparément, le registre politique, le registre théologique, bon, et donc des théologiens, c'est pas que des politiques, des théologiens aussi avaient pensé ça, où on voit. Et donc Bayle, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il est encore le penseur tardif, vous voyez, peu à peu dépassé de cette dissociation, de cette limitation mutuelle, et dont il pense que c'est encore inaccompli, qu'il y a encore des promesses inaccomplies dedans. Et donc, dans lequel il y a à la fois la liberté de conscience, le pluralisme religieux et l'allégeance civile au souverain. Voilà. Au passage aussi, on remarque que l'idée de Bayle, c'est que il n'y a pas de régime politique valable partout, et que les régimes politiques peuvent varier selon les contextes. Et on trouvait la même idée chez Machiavel, hein, que justement les régimes politiques varient selon les contextes. On le retrouvera chez Montesquieu, cette idée. Et Calvin aussi disait que, je cite Calvin, « Cela ne s'est pas fait sans la providence de Dieu que diverses régions fussent gouvernées par diverses manières de police. » Police, ça veut dire de pensée politique, de régime politique. Et que les lois judiciales, comme il dit, c'est les lois du politique, varient, je cite toujours, selon la condition et les circonstances du temps, du lieu et de la nation, et que nous avons à suivre les coutumes et les lois du pays où nous vivons. Voilà, on est soumis aux règles du pays où on est. Je dirais que de la même manière, Bayle, qui est étonnant, qui était source de beaucoup de débats, il est monarchiste en France, il est républicain aux Provinces-Unies, si vous voulez. C'est quand même... c'est une position qui semble paradoxale. On pourrait dire que c'est opportuniste, pas du tout. C'est vraiment, ça fait partie de l'originalité de sa pensée. Et donc, s'il a dû s'exiler parce qu'il s'était reconverti au catholicisme, du catholicisme au protestantisme, il n'a quitté la France qu'à contre-cœur. Et même s'il a su se faire à Rotterdam de solides amitiés néerlandaises, justement dans le camp des républicains, qui eux étaient le camp des pluralistes, on va dire, contre des protestants qui voulaient dominer tout aux Provinces-Unies. Alors, j'ai annoncé 2 versants, je les parcours rapidement. Premier versant, c'est les droits radicaux de la conscience. Et c'est ça qu'on trouve dans le commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ contre un nez d'entrée, donc 1686, qui est écrit sous le coup de la révocation de l'édit de Nantes, vous le savez,
et où il propose une réflexion politique sur les avantages de la tolérance, entendue comme un régime capable de soutenir une pluralité de confessions. Et donc, il ne croit pas nécessairement bon pour la France ce qu'il apprécie aux Pays-Bas, mais en l'occurrence, loin de la capitale, la France méridionale avait vécu quelques décennies de cohabitation tout à fait tranquille sous le régime de l'édit de Nantes. Donc ça, c'est un point important à souligner. Il faudra sans doute je donne une citation du commentaire. Comme c'est philosophique, comme c'est une chose plus à souhaiter qu'à espérer, qu'à attendre, comme la diversité d'opinions semble être un apanage inséparable de l'homme, il faut réduire ce mal au plus petit désordre qu'il sera possible, et c'est sans doute de se tolérer les uns les autres. Donc voilà, c'était vraiment assez largement le cas ici dans son pays natal. Dans le dictionnaire et à l'article sur Juste Lips, qui écrit que Deuna, son traité Deuna Religione, qu'il ne faut souffrir qu'une religion par État, dans l'État, il qualifie ce traité de traité absurde. À l'inverse, il voit dans l'édit de Nantes une valorisation du pluralisme religieux qui est le contraire d'une faiblesse politique. Je continue à citer, si chacun avait la tolérance que je soutiens, il y aurait la même concorde dans un État divisé en 10 religions que dans une ville où les diverses espèces d'artisans s'entre-soutiennent, ça veut dire, mutuellement. Et donc, justement, l'Empire ottoman, c'est là qu'il cite l'Empire ottoman, il dit la tolérance n'est pas seulement un moindre mal, elle instaure une émulation honnête aux bonnes heures, aux bonnes mœurs, à la science, et ce serait la cause d'une infinité de biens, dit-il. Le pluralisme religieux, je cite toujours, est la chose du monde la plus propre à ramener le siècle d'or et à faire un concert et une harmonie de plusieurs voix et instruments de différents tons et notes, aussi agréable pour le moins que l'uniformité d'une seule voix. Et donc, pour établir ça, dans son commentaire philosophique, il montre que le roi, de toute façon, ne peut pas contraindre les sujets en matière religieuse parce que c'est une question de conscience. Et qu'on ne peut pas réduire le fort intérieur, de telle sorte que rien n'en apparaisse dans la sphère, en dehors de la sphère privée. Et c'est justement ça que Louis XIV voulait, c'est qu'on ne voit rien à l'extérieur, qu'on peut faire ce qu'on voulait chez soi, voler, fermer, mais que rien n'apparaisse. Et alors, il écrit, c'est une citation que je trouve très importante, toujours dans le commentaire, il y a d'honnêtes gens ennemis de la persécution à ce qu'ils croient, et grands partisans des immunités de la conscience, qui disent que les souverains ne peuvent pas, à la vérité, châtier ceux d'entre leurs sujets qui ont une telle foi, mais qu'ils peuvent, sous certaines peines, leur défendre d'en faire profession publique. Donc il n'y a pas de liberté de conscience sans liberté de partager, sans liberté de communiquer, sans liberté d'opinion, sans liberté d'expression. Kant a la même formule. On dit qu'on peut... J'ai oublié la formule exacte, je ne l'ai pas notée là, mais donc, vous voyez, voilà. Il n'y a pas de pensée libre sans liberté de communiquer sa pensée. Et ça, c'est vraiment une idée des Lumières, bien sûr. Et on sait l'importance de Kant, de la pensée de Kant dans la préparation de la Troisième République, justement, de la pensée. Justement, ça va, à mon avis, ça va vraiment avec ça. Et donc, la persécution, c'est pas seulement écraser la pensée, mais écraser l'expression de ce que l'on pense. Ceci dit, la conscience chez Bayle n'a pas grand-chose à voir avec la conscience individuelle du sujet émancipé ultramoderne, si vous voulez, qui choisit librement ses opinions parmi des options sur un marché des opinions, si vous voulez. C'est pas tellement ça. C'est plutôt que, comme il le dit, je cite une citation, « Les droits de la conscience sont les droits mêmes de Dieu ». Pourquoi il dit ça? Vous voyez, là, de nouveau, on est dans quelque chose d'archaïque. C'est l'idée que, comme il dit, les droits de la conscience errante, c'est pas une liberté d'opinion. La conscience, c'est pas quelque chose dont je suis le maître. Il le dit dans l'article Hélène du dictionnaire, mais on le trouve partout. C'est l'idée que la conscience est ce qui, en l'homme, ne dépend pas de l'homme. Il ne dépend pas plus d'avoir une conviction on ne peut pas plus se forcer à avoir une conviction religieuse que de se forcer à avoir les yeux bleus quand on a les yeux bruns, ou à aimer le merlan, dit-il, le poisson, si on ne l'aime pas. C'est des questions, on ne peut pas se forcer. Ou il dit, les sujets préféreraient suer de l'huile et du vin plutôt que de tirer de leur âme, de leur conscience, une conviction religieuse.
Donc il y a quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu seul, et dans lequel le sujet, en quelque sorte, ne dépend pas des prêtres, ne dépend pas des rois, ne dépend de personne, en quelque sorte. Donc ça crée une sorte de réserve sur laquelle personne ne peut mettre la main. Alors ça a à voir, cette réserve, elle a à voir avec la sincérité. La sincérité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à quelqu'un, sa sincérité. Il en parle souvent, et c'était un moment, un argument très important dans les débats de l'époque. Mais alors, du coup, on va lui dire, mais alors, à ce moment-là, au nom de la sincérité, n'importe qui peut, justement, on peut aller égorger le professeur Samuel Paty, puisque je suis sincère. Vous voyez, bon, c'est un argument qui est un argument très dangereux. Alors, il dit, non, mais la sincérité se marque, enfin, je traduis philosophiquement, se marque à la respect de la sincérité d'autrui. Et il y a une sorte de, toujours chez Bayle, une sorte de mutation réflexive. On passe au carré. C'est ça la grande invention de philosophie morale de Bayle, c'est qu'il faut penser la réciprocité. Il faut toujours penser la réciproque. Alors, je vous lis une citation. On voit clairement par là que l'on ne pourrait blâmer ni l'insolence qui serait permise aux dragons, ni les emprisonnements, ni les amendes, ni les enlèvements d'enfants, ni aucune autre violence, parce qu'au lieu de discuter ces faits et de les examiner à quelques règles communes de morale, il faudrait traiter du fond des controverses, examiner qui a tort ou qui a raison dans sa profession de foi. Cette affaire est de longue haleine, comme chacun le sait. On n'en voit jamais la fin, qui a raison sur le fond du jugement dernier, on va dire. De sorte que, comme en attendant le jugement définitif du procès, on ne pourrait rien prononcer sur les violences. Donc, il propose à ce moment-là une petite fiction critique. Il écrit « Je voudrais qu'un homme qui veut connaître distinctement la lumière naturelle par rapport à la morale s'éleva au-dessus de son intérêt personnel et de la coutume de son pays, on pourrait ajouter de sa conviction religieuse, et se demanda en général, une telle chose est-elle juste? Et s'il s'agissait de l'introduire dans un pays où elle ne serait pas en usage, où il serait libre de la prendre ou de ne pas la prendre, verrait-on, en examinant froidement, qu'elle est assez juste pour mériter d'être adoptée. Vous voyez, bon, en fait, c'est pratiquement l'argumentation de Kant pour l'impératif catégorique. C'est-à-dire essayer et faire de cette maxime le principe d'une législation universelle. Est-ce qu'on peut, au nom de ça, imposer ça à quelqu'un d'autre? Voilà, donc ça, vous voyez, j'ai été le plus loin possible. Je pourrais développer encore sur l'idée qui est chez Bayle que la liberté de conscience, c'est une liberté de disputer. Et dans la dispute, les droits de la dispute sont universels et il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune frontière à la dispute, à la disputatio. La liberté de conscience, le fils peut s'opposer au père, les frères peuvent s'opposer entre eux. La dispute, voilà, droit de la dispute, droit de la contestation, etc. Deuxième versant, obligation de la paix publique, de l'ordre public. Et pour le comprendre, il faut comprendre l'évolution du contexte néerlandais. C'est des choses qu'on a beaucoup travaillé justement avec Anthony McKenna et les amis de Saint-Étienne. Enfin bon. Parce que lorsque Louis XIV révoque l'édit de Nantes, 85, et annule le traité de Nimègue en 1687, les Pays-Bas basculent entièrement du côté orangiste, avec prohibition des marchandises françaises, réarmement de l'alliance avec les États protestants allemands, préparation de l'invasion de l'Angleterre. Et quand Guillaume III d'Orange, en 88, parvient sur le trône d'Angleterre en renversant Jacques II, une grande partie du camp huguenot se range dans le camp orangiste. Et là, il est très gêné. Et il veut montrer qu'il est dangereux pour les protestants français de passer pour des républicains séditieux, ou pire, pour des partisans de Guillaume d'Orange, ayant complètement coupé les ponts avec leur patrie pour passer du côté des ennemis de la France. Il les exhorte au contraire à ne pas trahir leur pays et à garder le loyalisme qu'ils ont prôné jusque-là. Alors là, vous voyez, il y a d'un côté, il est extrêmement, dans le traité, ce qu'est la France toute catholique, commentaire philosophique, il est très critique à l'égard de Louis XIV et de ce qui se passe en France. Et là, de l'autre côté, quelques années plus tard, il semble dire le contraire. Et il rappelle justement que le roi catholique d'Angleterre, Jacques II, qui vient d'être déchu, n'avait pas forcé les protestants anglais à se convertir. Et que les protestants pouvaient être loyaux envers leur souverain, indépendamment de sa religion. Et cette attitude aurait prouvé que l'édit de Nantes, en France, aussi était viable. Justement, tout ça, c'est des choses qui montrent que la cohabitation de plusieurs religions dans une société n'est pas viable. Et ça, c'est quelque chose qui le révolte. Donc,
pour faire passer ce message, il prend un biais complètement opposé à celui qu'il avait pris pour le commentaire philosophique, parce que le commentaire philosophique, il le place sous un pseudonyme, qui est un pseudonyme qui ressemble beaucoup au nom du fondateur des Quakers, donc vraiment d'une secte hyper contestataire de la Révolution anglaise, de la première Révolution anglaise, la Révolution puritaine, si vous voulez. Bon. Et donc, vraiment, liberté totale, tolérance totale, parce que les Quakers sont pour une tolérance totale. Non-violence, mais tolérance totale. Des idées qui ont beaucoup travaillé la pensée anglaise de l'époque, la pensée radicale, puritaine radicale de l'époque. Bon. Et donc, le problème que rencontre Bayle n'est plus le problème de la coercition religieuse que l'État exerce sur la conscience de ces sujets, mais celui de la sédition pour des raisons religieuses. On va contester l'ordre pour des raisons religieuses, quand les sujets s'estiment détachés de l'obligation d'obéir à leur souverain. Et ça, c'était des idées que Hobbes avait développées longuement, en disant que le problème, et il le reprend magnifiquement dans son dictionnaire à l'article Hobbes, le problème c'est que lorsqu'il s'agit, on pourrait dire, du salut de l'âme, la question de la sécurité du corps n'est pas très 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 grave. Et donc, les gens, au nom du salut de l'âme, on peut outrepasser toutes les questions de sécurité. Il y a quelque chose qui est au-dessus du désir de sécurité et qui est le désir de sauver son âme, si vous voulez. Donc, au nom des idées religieuses, l'ordre politique, l'ordre public, l'ordre qui est l'ordre de la sécurité, il peut être complètement renversé. C'est quelque chose de très dangereux. D'où l'idée de Hobbes qu'il faut donner au roi, au souverain, le monopole de l'interprétation de la Bible. Vous voyez, donc et comment il essaye de se faufiler entre des abîmes, si vous voulez. Donc voilà, il publie à ce moment-là l'avis important aux réfugiés sur leur prochain retour en France, publié donc en 1690, ouvrage d'un catholique français modéré, avocat au Parlement de Paris, c'est un pseudonyme encore, il est dans l'avertissement au lecteur présenté comme un ouvrage nocif, mais il faut bien y répondre. C'est toujours le génie éditorial de Bayle. Bon. Et donc, voilà, l'ouvrage recommande aux réfugiés, avant de prétendre rentrer en France, de se mettre en quarantaine afin de se purifier de 2 maladies, je cite, très dangereuses et même tout à fait odieuses. L'une est l'esprit de satire, et l'autre un certain esprit républicain qui ne va pas à moins qu'à introduire l'anarchie, qui est le plus grand fléau de la société civile. Donc, du coup, vous voyez, c'est une attaque contre les protestants qui sont appelés à prendre au sérieux leur propre dangerosité. Les protestants ont beaucoup critiqué la dangerosité, je résume, du théologico-politique catholique, dans laquelle mais ils ne voient pas leur propre dangerosité politique à l'époque. Parce que leur théologie justifie facilement la sédition. Un peu comme Moïse se lève contre le pharaon, et voilà, c'est des gestes, il y a un geste de sédition, un geste de non-soumission. Et d'ailleurs, de la même manière que Moïse fait sortir le peuple d'Égypte de servitude, Calvin appelle tous ceux qui sont convertis s'ils ne supportent pas la persécution, à quitter la France. Vous voyez, une dimension d'exode. Donc, les protestants seraient bien inspirés de marquer plus soigneusement la différence entre l'organisation ecclésiologique protestante, qui est plutôt démocratique, c'est l'Église réformée de France qui a été plantée à l'époque de Calvin, elle est une organisation dans laquelle, et l'organisation politique à laquelle il prête allégeance dans le pays où il se trouve, c'est deux séries complètement différentes. On peut être démocrate à l'intérieur de l'Église et monarchique d'un point de vue politique. On peut aussi, à l'inverse, être absolument pas démocrate dans l'Église, mais être démocrate en politique, si vous voulez. Les deux registres sont dissociés. Donc, vous voyez, il approfondit ici une vision du politique sans la religion, dégagée de l'emprise religieuse. Mais voilà, c'est pas si facile que cela, parce que finalement, ce qu'il montre, c'est la difficulté d'une politique chrétienne et la faillite politique du christianisme, parce que le modèle papiste, il marche pas, parce qu'il veut placer le politique sous l'autorité de l'Église et l'imposer à tous comme à des enfants, un modèle théologico-politique vertical.
Le modèle protestant, lui, légitime toujours la dissidence, la rupture du pacte. Hein. Le politique, c'est une alliance, donc il faut toujours rompre les anciennes alliances, qui sont des mauvaises alliances, pour passer des nouvelles alliances libres. Mais bon, mais du coup, on a un modèle théologico-politique beaucoup plus horizontal, mais modèle de l'alliance, mais toujours très dangereux politiquement parce que très instable. Et puis, faillite du christianisme idéal, et je termine par ce deuxième versant par cette grande citation. Les vrais chrétiens, ce me semble, se considéreraient sur la terre comme des voyageurs et des pèlerins qui tentent au ciel leur véritable patrie. Une nation toute composée de pareils gens serait bientôt subjuguée si un ennemi terrible entreprenait de la conquérir. Les chrétiens dont je parle seraient peu propres au combat. Ils auraient été élevés à la patience des injures, à la douceur, à la débonnaire,té, à la mortification des sens et à la méditation des choses célestes. On les enverrait comme des brebis au milieu des loups, si on les faisait aller aux frontières de l'État pour repousser de vieux corps d'infanterie ou pour charger de vieux régiments de cuirassiers. Ça, c'est dans les continuations des pensées diverses sur la comète. Oui, Alors maintenant, comment rassembler ces deux discours? C'est là qu'on se rapproche de la question du paradoxe de la laïcité, si vous voulez. Parce que vous voyez, il y a un décalage d'orientation de ces deux discours, et pourtant il y a une cohérence profonde entre les deux, même s'il y a dans chacun des deux discours, il y a sans doute, surtout dans le deuxième que je viens de dire, il y a des ironies, il y a des satires, il y a des... Bon. Il y a une cohérence entre le commentaire philosophique et la vie aux réfugiés. Alors, je dirais que c'est une cohérence d'abord pragmatique, plus que théorique. La pragmatique au sens de ce qu'on appelle des contradictions pragmatiques. Je reproche aux autres ce que moi-même je fais. Les protestants français, réfugiés, font exactement ce qu'ils avaient naguère reproché à leurs ennemis catholiques en France. Alors s'ils font la même chose, alors vous n'avez qu'à vous taire. Ils se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent pas. Mais la question de fond demeure. Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui est le pire du pire? Quelle est la question la plus grave? Est-ce que c'est les désordres de la sédition et de la guerre civile, les risques de l'anarchie, ou bien est-ce que c'est la persécution religieuse au nom du monopole religieux du roi? Les deux sont terribles, si vous voulez. Et Bayle, il ne cesse de prendre en compte cette oscillation tragique entre ces... Comment trouver un passage entre ces deux écueils? Et dans le dictionnaire historique et critique, il y a deux articles que je vous recommande qui construisent bien cet angle. Il y a l'article Hobbes, justement, qui prolonge la vie aux réfugiés et qui se place tout entier au service d'un loyalisme contre l'anarchie prophétique et millénariste. Enfin, vraiment, il montre bien quelle est la cohérence de la pensée de Hobbes, qui est une cohérence pour l'ordre public, mais qui est une cohérence qui dit qu'il n'y a pas de politique sans prendre en compte les questions théologiques. On ne peut pas penser à un politique qui ne prenne pas au sérieux les questions théologiques. Parce que justement, c'est au nom de la Bible que se font tous ces désordres. Donc il faut penser sérieusement le théologique. Et puis l'article Milton. Milton, c'est le grand poète puritain, vous savez, l'auteur du Paradis perdu, l'auteur de... Voilà, qui est quelqu'un qui a quitté l'Église anglicane. Il y avait eu des séparations successives, il y a eu les indépendants, les puritains, et après de plus en plus de séparation dans l'Église, et à la fin, comme dit Bayle, Milton était tout seul. Il n'allait plus nulle part, mais il était tout seul avec Dieu. C'était un texte magnifique sur Milton. Bon, et là, c'est vraiment, avec Milton, Bayle... Alors, si Bayle fait l'éloge de Milton, c'est extraordinairement à son corps défendant. Parce que Milton, c'est celui qui a légitimé, qui a justifié par un traité, pas seulement le divorce, pas seulement la liberté totale de la presse, pas seulement, enfin toutes les séparations, mais la séparation principale, qui est la séparation de la tête du roi avec son corps. Il a justifié le premier régicide, qui est justement, enfin c'est pas le premier, il y a eu des rois qui ont été assassinés avant, mais là c'est un acte politique, pensé théologiquement et politiquement et philosophiquement par Milton. Hein, donc la décapitation de Charles Ier, elle est pensée par Milton très fortement. Donc vous voyez, Bayle, c'est très dangereux pour quelqu'un qui cherche cette pensée de la loyauté politique, de penser, de justifier Milton. Mais ce qu'il trouve chez Milton, c'est cet éloge de la tolérance, pluraliste, de la liberté, à laquelle, on le voit, on le sait, il est très sensible.
Donc, d'un côté, la philosophie politique de la vie aux réfugiés, elle est quasi absolutiste, elle a une anthropologie pessimiste. L'homme n'est pas d'abord porté par un désir d'association, un désir d'amitié, un désir de conversation, un désir de sortir de la solitude. Ça, c'est vraiment l'anthropologie de Milton. Il n'est pas bon pour l'homme d'être... Milton part du texte biblique, de la Genèse, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. D'où déjà le couple, et qui est le modèle de toutes les sociétés finalement, de tous les pactes qui forment société. On retrouvera ça chez Rousseau, si vous voulez. Rousseau, on pourrait dire le message de Rousseau, c'est « Donnez-moi un couple amoureux et je vous refais une société ». Donc le modèle de la société, il n'est pas le père et ses enfants, il n'est pas vertical, il est horizontal, c'est le pacte amoureux, si vous voulez. Bon, c'est ça l'idée de Rousseau. Bon. Ben ça, on trouve ça tout à fait chez Milton. Bon. Et même le paradis perdu, la chute dans le paradis perdu de Milton, c'est une dispute conjugale, c'est une histoire conjugale d'abord. Comment est-ce qu'on forme un couple? Comment est-ce qu'on forme un couple? À travers la dispute. Un couple capable de supporter, de soutenir une dispute. C'est quelque chose de très intéressant, on a beaucoup travaillé là-dessus avec quelques amis, on avait fait à Paris des colloques là-dessus. On a traduit chez Belin Doctrine et discipline du divorce de Milton, publié en 1643, je crois. Donc, voilà, il écrit dans les suites de la critique générale, « Pour moi, je ne saurais me persuader que les sociétés se soient formées parce que les hommes ont prévu, les hommes c'est les humains bien sûr, au sens, ont prévu en consultant les idées de la raison qu'une vie solitaire ne ferait honneur ni à leur espèce, ni à leur créateur, ni à l'univers en général. Le plaisir présent et l'espérance prochaine de vivre en sûreté, ou bien la force, ont produit les premières républiques. Vous voyez, les républiques sont formées d'abord par le besoin de sécurité, et pas par le désir amical de se mettre ensemble. Vous voyez, donc là c'est un discours hobbesien, si vous voulez, chez Bayle. Donc la sécurité est ici le premier des biens humains. Mais, de l'autre côté, en écho probable à Milton, Bayle écrit aussi qu'il vaut mieux l'exil dans une pauvre cabane avec celle que l'on aime plutôt que d'être seul au paradis. C'est dans la remarque M de l'article Ève que j'ai trouvé cette citation. Voilà, il vaut mieux l'exil dans une pauvre cabane avec celle que l'on aime plutôt que d'être seul au paradis. Et de trouver ça sous la plume de Bayle, qui a toujours été seul, qui n'a jamais... Je trouve ça très, très savoureux. Et donc, vous voyez, la philosophie politique du commentaire philosophique insiste beaucoup plus sur cette pierre de touche qu'est la liberté, le désir de se disputer, mais se disputer, c'est encore être ensemble, si vous voulez. C'est encore chercher à s'associer. Et donc, c'est les droits de la conscience, même dans l'erreur. C'est aussi le droit de partir, le droit de rompre les mauvaises alliances, les fausses alliances, les anciennes alliances, pour aller recommencer sa vie ailleurs, pour aller recommencer. Oui, bon, ça, c'est vraiment... Et alors, je dirais, pour composer les deux points de vue, on voit bien le mouvement. Bon, finalement, à force de faire ce mouvement entre les deux, on commence à voir, je dis, c'est bien en creux, la forme de la pensée de Bayle, qui tient les deux choses comme un attelage où on tiendrait les deux chevaux, si vous voulez. Il faut tenir les deux chevaux en même temps. Alors, dans la remarque C de l'article Hobbes, justement, Bayle écrit « Si vous voyez d'une part les grandes maximes de la liberté et ces beaux exemples du courage, du Thermopyle, hein, justement, avec lesquels on l'a maintenu et recouvré. Il faut se battre pour la liberté. Chambonnet, c'est ça, ouais, voilà. Ou ailleurs. Mais vous voyez de l'autre les factions, les séditions, les bizarreries tumultueuses qui ont troublé et enfin ruiné ce nombre infini de petits États qui se montrèrent si ennemis de la tyrannie dans l'ancienne Grèce. Finalement, ce modèle politique typiquement grec de la liberté, finalement, politiquement, il a très mal débouché, parce que finalement, il a été subjugué par des empires plus grands, plus forts, etc. Ne semble-t-il pas que ce tableau soit une leçon bien capable de désabusé ceux qui s'effarouchent de la seule idée de monarchie? Hobbes le croyait, puisqu'il publia dans cette vue la version d'un historien d'Athènes. Mais tournez la médaille, et vous trouverez que ce tableau sera propre à donner une instruction bien différente de celle-là, et à fortifier l'horreur pour la monarchie. Car d'où vient, demandera-t-on, que les Grecs et les Romains ont mieux aimé être exposés à ces confusions que de vivre sous un monarque? Cela ne vient-il pas de la dure condition où les tyrans les avaient réduits? Et ne faut-il pas qu'un mal soit bien rude, bien insupportable et bien déplorable, puisque lorsqu'on l'on veut s'en délivrer à un si haut prix? Oui, bon,
Et donc, notre drame, là, se résume une sorte de double médaille, avec un double il y a une double médaille avec un double revers, si vous voulez. Je ne sais pas quelle médaille pourrait être capable d'avoir à la fois deux visages et deux revers. Une médaille où il y aurait deux visages et deux revers en même temps. Si on veut la liberté, on aura les risques de la sédition. Si on veut l'ordre, on aura au bout la tyrannie. Donc tout remède peut devenir un poison s'il l'emporte tout seul. C'est ça l'idée, c'est que aucune des deux solutions, toute seule, n'est entièrement valable. Hein, elles doivent se corriger mutuellement. Alors, je donne c'est Elisabeth Labrousse qui avait trouvé ce passage des Nouvelles de la République des Lettres, parce qu'il n'y a que elle qui a lu tellement tout que chaque fois on revient à Elisabeth Labrousse. Si vous soumettez les ordres du prince à l'examen des sujets, vous jetez l'État dans le péril continuel des guerres civiles. Mais si vous donnez au prince une puissance sans borne, vous jetez le peuple dans la malheureuse nécessité de ne pouvoir jamais sauver ses biens ni sa vie sans se rendre criminel. Et dans ses additions aux pensées diverses, il continue. Il y a des politiques qui disent que l'amitié porta les hommes au commencement à former des républiques. D'autres disent que ce fut la crainte. Peut-être fut-ce en partie la crainte et en partie l'inclination pour des douceurs du commerce. Alors, commerce, à l'époque, ça voulait dire la conversation, si vous voulez. C'est Milton qui décrit le couple comme a sweet converse, un commerce agréable qui les unit donc dans une même société. Bref, encore une fois, on y revient, il n'y a pas de bon régime politique dans l'absolu. Les choses ne cessent de se relativiser, de se corriger mutuellement. Et contre les maximes de Hobbes qui supposent que tous les hommes sont méchants, Bayle observe que la plupart des hommes ne sont que médiocrement méchants. Je vous cite une continuation des pensées diverses. Il serait aisé de vous montrer par le détail que chaque chose a son contrepoids dans ce monde et que la seule constitution des gouvernements et la contrariété des passions des particuliers sont pour l'ordinaire ce qui élude les difficultés. Ceux qui ont assez d'esprit pour inventer le plus sûr moyen de faire beaucoup de mal n'ont pas assez d'hardiesse pour l'exécution, et ceux qui ont la hardiesse pour l'exécution et la cruauté nécessaire n'ont pas assez d'esprit pour parvenir à leur fin. On n'arrive pas à être complètement méchant et en même temps intelligent et en même temps fort. Donc, on pourrait même dire que Bayle propose une désabsolutisation de tous les régimes politiques. C'est important pour nous, par rapport même à la situation dans laquelle nous sommes, de penser à la démocratie. Il faut faire attention non plus à ne pas idéaliser la démocratie. La démocratie elle-même est un régime historique qui a son histoire et qui issu, c'est la réponse à des grands problèmes, mais à son tour, la démocratie soulève des nouveaux problèmes auxquels elle a du mal à répondre. Il y a des régimes non démocrates qui aujourd'hui sont en train de monter si fort, c'est peut-être parce qu'ils répondent à certaines questions mieux que les démocraties. Donc je dis pas ça du tout, c'est très dangereux ce que je viens de dire. Ce que je veux juste dire, c'est attention, il faut que la démocratie mesure, il faut qu'elle se réorganise face à des nouveaux périls. Je pense aux périls écologiques, je pense à toutes sortes de périls qui sont des périls qu'il faut vraiment penser. Alors, je cite après je reviendrai à mes conclusions. Peu m'importe pour le présent que ce tribunal, avec un T majuscule, suprême, consiste ou dans la volonté d'un seul homme, ou dans le concours des suffrages, de sorte que la différence entre les monarchies et les républiques ne consiste pas en ce qu'il est plus permis de désobéir à la puissance souveraine dans les républiques que dans les monarchies, mais en ce que dans les monarchies, cette puissance est attachée à une seule personne, au lieu que dans les républiques, elle demande un certain concours de suffrage. Oui, bon, en gros, ce n'est pas des énormes différences. C'est des différences qui sont relatives à des contextes. Alors, vous me direz, mais tout ça, où est la laïcité dans tout ça? Eh bien, la laïcité, justement, il me semble que si on retraduit, parce que ce qui est monarchie, peut-être qu'on entend aujourd'hui comme la République, si vous voulez, et ce qu'on entend par République, c'est ce qu'on entendrait plutôt par démocratie. Si vous voulez. D'un côté, il y a la pensée de l'ordre et de la sécurité et de l'ordre public, et de l'autre côté, il y a la pensée de la pluralité, de la sécularisation comme pluralisation de la société. Et il faut penser les deux ensemble. Je dirais deux ou trois mots là maintenant de la postérité philosophique et politique de Bayle, qui est elle-même paradoxale. Je commence par Rousseau. Au chapitre 8 de la 4e partie du contrat social, de la religion civile, qui est la conclusion du contrat social, il vient dire, mais en fait, Hobbes a raison, il faut réunir les deux têtes de l'aigle, et il écrit « Je crois qu'en développant sous ce point de vue les faits historiques, on réfuterait aisément les sentiments opposés de Bayle
et de Warburton, dont l'un prétend que nulle religion n'est utile en politique, et dont l'autre soutient au contraire que le christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais État ne fut fondé sans que la religion ne lui servît de base, et au second que la religion chrétienne est au fond plus nuisible qu'utile à la forte constitution de l'État. Donc ça, c'est Rousseau qui écrit ça. Ceci dit, dans la suite du chapitre, Rousseau propose 3 sortes ou 4 sortes de régimes d'articulation du religieux et du politique, et il montre qu'il n'y en a aucun qui est bon, en fait. C'est que j'aime beaucoup dans la fin de Rousseau, il est vraiment très perplexe, en fait. Je ne vais pas développer ça ici. Mais vous voyez que Rousseau, ici, rejoint l'idée de Voltaire que la religion est nécessaire aux politiques, contrairement à ce que disait Frédéric de Prusse. Mais il y a une grande différence entre Rousseau et Voltaire, c'est que pour Voltaire, la religion, c'est un appareil idéologique pour le maintien de l'ordre moral et social. Si vous voulez. La religion, en gros, c'est bon pour le peuple. Le peuple a besoin de religion parce que c'est ça qui le. Mais les intellectuels libertins n'y croient pas, bien sûr. On n'y croit pas. On n'est pas assez idiot pour croire à ça. Mais en gros, ça ne fait pas de mal parce que ça maintient l'ordre, quoi. C'est bon pour le peuple. Je dis ça parce que, de ce point de vue-là, moi, je suis très sévère à l'égard de Voltaire, et je pense que Rousseau, en ce sens-là, prend beaucoup plus au sérieux la question de l'articulation du religieux et du politique. Et le point de vue de Rousseau, c'est plutôt le point de vue de Régis Debray, justement, que je décrivais tout à l'heure. L'idée qu'il y a toujours quelque chose comme dans tout politique, il y a du théologique. Vous avez vu que j'avais proposé le modèle théologico-politique de l'Église romaine, qui est vertical. C'est ce qu'on entend en général par théologico-politique. Un modèle plus horizontal, qui est celui du pacte de l'Alliance, qui serait plutôt le modèle puritain, on va dire, protestant puritain, bon, calviniste en tout cas, plus que luthérien sans doute. Et c'est l'idée que, voilà, de toute façon, indépendamment de ces modèles-là, vous voyez, s'il y a l'union sacrée pour aller se battre à Verdun, eh ben justement, il y a bien un sacré, quelque chose pourquoi on va se sacrifier, pourquoi on est prêt à mourir et à tuer, si vous voulez. Et donc les guerres nationales ont fait sans doute bien plus de morts encore que les guerres de religion. Si vous voulez. C'est pas, cette histoire de sacré n'est pas du tout finie, si vous voulez. Elle est là au cœur de... Voilà, mais quelle forme elle a, si vous voulez. Et alors, il me semble qu'on trouve à ce sujet déjà chez Bayle les deux lignes qui tirent dans ces deux directions. D'un côté, la ligne qu'on pourrait appeler quasi monarchique, qui s'est prolongée dans un certain jacobinisme républicain et dans une certaine conception de la laïcité qui est aujourd'hui, d'une certaine manière, celle du printemps républicain, si vous voulez. Bon, la laïcité, c'est vraiment ce qui fait l'unité, le caractère indivisible de la société française, avec quasiment, c'est complètement sécularisé, mais l'idée du corps mystique, si vous voulez, on est un corps, on est un. Bon. Et puis la ligne, à l'époque dite républicaine ou quasi-républicaine, qui est plutôt démocratique, on dirait aujourd'hui, mais qui était celle du pouvoir bourgeois des Provinces-Unies, qui trouve son prolongement plutôt dans le pluralisme démocratique et la tolérance issue de la sécularisation. Et vous voyez, ces deux lignes se croisent et, à mon avis, se corrigent mutuellement. En tout cas, c'est elles qui posent le problème. Et on n'a jamais fini d'équilibrer les deux côtés, ces deux versants de la laïcité. Un versant qui est profondément attaché, on peut dire, à l'unité du corps social, et l'autre qui est attaché à la pluralité réelle et au respect de la pluralité réelle de la société. Et si je veux prolonger vers aujourd'hui, moi je ne suis pas tellement un spécialiste de Bayle, comme tu disais, même si j'ai pas mal publié. Non, mais j'ai pas mal publié sur Bayle, je l'ai beaucoup lu, bien sûr. Mais mon auteur de référence principale contemporain, c'est Paul Ricoeur, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui, lui, distingue deux versants de la laïcité qu'il faut penser ensemble. D'un côté, ce qu'il appelle la laïcité d'abstention, qu'il décrit comme la neutralité de l'État, l'agnosticisme méthodique des institutions politiques, universitaires, scolaires, etc. Et de l'autre côté, ce qu'il appelle la laïcité de confrontation, qui est l'espace pluriel de la société civile, dans lequel on va confronter des convictions bien pesées de citoyens qui seraient des bons discutants. Et ça, je trouve ça très, très proche de Bayle, si vous voulez. Je vous donne 2 ou 3 citations de Ricoeur.
il faut prendre, dit-il, la précaution de distinguer les deux formes de laïcité, la négative d'abstention qui est celle de l'État, et la positive de confrontation qui est celle de la société civile. Il ne faut pas confondre l'État et la société civile, si vous voulez. Et la laïcité, elle change un peu de couleur. Si on prétend imposer à l'État la laïcité de la société civile, ce n'est plus que la confrontation. Si on prétend imposer celle de l'État à la société civile, c'est l'abstention, si vous voulez, totale, et on ne veut rien voir à l'extérieur. Finalement, là, on est très proche du régime de Louis XIV, dans lequel toute conviction religieuse doit se faire derrière des volets tirés, etc. Il ne doit rien avoir, rien qui s'exprime en quelque sorte à l'extérieur. Je continue à citer, excusez-moi. Si la laïcité de la société civile est une laïcité de confrontation entre des convictions bien pesées, alors il faut préparer les enfants à être de bons discutants. Il faut les initier à la problématique pluraliste des sociétés contemporaines. Il dit de l'école, parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'école. L'école se trouve dans une position mitoyenne entre l'État, dont elle est une expression en tant que service public. À cet égard, elle doit comporter l'élément d'abstention qui lui est propre, d'agnosticisme, on va dire, et la société civile, qui l'investit d'une de ses fonctions les plus importantes, l'éducation. Et c'est ça la condition laïque. Elle est à la croisée de ces deux logiques. Donc d'un côté, on a la laïcité de l'État comprise comme neutralité, comme laïcité d'abstention. Je cite encore, l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Il s'agit là du négatif de la liberté religieuse, dont le prix est que l'État, lui, n'a pas de religion. Cela va même plus loin, cela veut dire que l'État ne pense pas qu'il n'est ni religieux ni athée. On est en présence d'un agnosticisme institutionnel. Donc l'État n'impose pas une religion officielle, bien sûr, mais il empêche quelque religion que ce soit, même majoritaire, d'imposer sa loi aux autres. L'État est le garant d'un vide central, au sens de Claude Lefort, si vous voulez, d'une neutralité protectrice de la pluralité des conceptions religieuses, morales en présence. Et de l'autre côté, on a la laïcité de la société civile, comprise comme une laïcité de confrontation, que Ricoeur décrit comme, je cite, une laïcité dynamique, active, polémique, dont l'esprit est lié à celui de la discussion publique. Vous voyez, ça c'est très bail. Il poursuit, si la laïcité me paraît être définie par la qualité de la discussion publique, c'est-à-dire par la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer, mais plus encore par l'acceptabilité des arguments des autres. Ou encore, une autre citation, une société pluraliste repose non seulement sur le consensus par recoupement nécessaire à la cohésion sociale, mais sur l'acceptation du fait qu'il y a des différends non solubles, des désaccords qui font partie de la société, si vous voulez. Et donc l'État n'est pas là pour faire taire cette conversation, cette discussion, mais pour en favoriser l'intelligence. Voilà, je jette une arche vers les débats actuels. Alors j'ai toute une partie que je ne vais pas faire là maintenant, mais dans laquelle j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de mettre... Parce que moi j'ai été coopté comme membre de la Vigie de la laïcité, mais en même temps... Encore, j'ai rencontré Nicolas Cadenne il y a quelques jours dans un café à Nîmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi la tendance, qui n'est pas la mienne, la tendance printemps républicain, si vous voulez, insiste à ce point sur une laïcité qui n'est pas une laïcité de pluraliste, mais une laïcité, je dirais, un peu laïcarde ou un peu laïciste. D'ailleurs, laïcard et laïciste, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Bon, on pourrait en parler si vous voulez. Mais je pense que, d'une certaine manière, il faut intégrer toutes les questions qui se posent aujourd'hui, y compris face à la menace d'un islam qui existe. Moi, je connais bien l'islam parce que j'ai enseigné au Tchad, j'ai enseigné en Turquie longtemps, et je connais. Il ne faut pas non plus, je ne sais pas venir en faire une sorte d'épouvantail. Il y a tellement de choses différentes dans l'islam que voilà, il faut essayer de comprendre d'abord ce qui se passe. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf. Moi, je vois très bien que l'État turc, à travers son ministère de la laïcité, qui est un ministère de la religion, en fait, envoie des imams, etc. Et donc il y a une perspective, on pourrait dire presque coloniale. C'est des pays qui aujourd'hui ont des entreprises, si vous voulez. Donc il ne faut pas être naïf, mais justement il ne faut pas, juste par volonté de se défendre de ça, en quelque sorte réduire la laïcité uniquement à une conception post-monarchique, mais en fait dans la même ligne, si vous voulez, dans laquelle on bousille complètement la dimension pluraliste de notre société. Voilà, quelques mots. Introduction, il a été trop long peut-être, non? Ça va? Non. Je maintiens l'enregistrement pour les débats.
Si, j'ai été un peu long, je vois l'heure. Oui, c'est passé. Finalement, Bayes avait posé les termes du problème qui est encore notre problème, si vous voulez. C'est ça que je trouve absolument génial. Précisément parce qu'il n'est pas entièrement lié à son contexte, il a un sens historique profond des différents contextes possibles, et donc du coup, il pose la question dans toute sa largeur. Simplement, Oui. juste sur les derniers propos. Vous avez prononcé le mot laïcard. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez préciser Oui. un peu dans par rapport à ce que vous pensez, quelle différence il y a entre quelqu'un qui respecte la laïcité et un laïcard? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, laïcard? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est alors, je donnerai comme exemple, je pense que Darmanin est un peu laïcard. Alors pourquoi? Ça vient, en fait, c'est une longue tradition française qui est une tradition qui vient, voilà, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, Francis, de ce qui se passe à Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire en fait, et pourquoi le pape n'est pas venu? Parce que Notre-Dame appartient à l'État, c'est que, en fait, c'est l'idée gallicane, c'est l'idée que l'Église... Gallicanisme. C'est le gallicanisme. La pensée laïcarde est une pensée qui, quelque part, a repris quelques-uns des grands arguments de l'Église gallicane. En fait, il y a quand même une Église en France, et qu'on soit croyant ou pas, ça peut même être... alors, historiquement, ce que je vais dire est complètement une hérésie, parce qu'il n'était surtout pas un laïcard, mais quelqu'un comme Charles Maurras, si vous voulez, qui disait la culture française, c'est une culture catholique. Et donc, la religion de la France, c'est la religion catholique. Moi, je ne suis pas croyant, mais je suis catholique. Et c'est des gens qui font la distinction entre la foi et la culture. Et donc, cette tradition laïcarde, eh bien, c'est un peu l'idée que la religion, que je décrivais de Voltaire tout à l'heure, que la religion est un appareil idéologique d'État, de contrôle moral, social. C'était tout à fait d'ailleurs l'idée de Atatürk en Turquie. Atatürk est un laïcard. Et en fait, on a besoin de la religion pour le peuple parce que c'est un appareil. Bien sûr, Atatürk n'était absolument pas croyant. C'était quelqu'un qui était complètement athée. Mais la religion, c'est bien et ça tient le peuple. Mais une religion coupée de toutes les décroissances mystiques, de toutes les confréries, de tous les soufistes, de tous les trucs, etc. Ramener vraiment un appareil d'État, si vous voulez. Eh bien, donc les religions, il faut les contrôler, il faut les surveiller, il faut intervenir dans les religions. D'une certaine manière, les dernières lois sur le séparatisme, vous savez, sont des lois qui sont de cet esprit-là, si vous voulez. Bon. Et donc, je comprends très bien que, c'est pour ça que je disais, moi je ne veux pas le jeter, le bébé avec l'eau du bain. Il y a une idée là-dedans qui est importante. On a des flux migratoires pilotés par des puissances religieuses, aussi d'ailleurs du côté protestant avec certaines formes pentecôtistes, etc. etc. Bon. Et donc, avec des puissances religieuses, politiques, financières, bon, eh bien, il faut les contrôler, si vous voulez. Bon. Mais du coup, le danger, c'est que du coup, la religion, elle ne cesse d'être mise sous contrôle, sous méfiance, sous un contrôle tatillon, méfiant, et ça crée une ambiance extrêmement délétère, si vous voulez. Ça fait quelque chose qui peut être... la méfiance n'est pas... Par exemple, il y a un préfet qui a interdit j'ai oublié, dans une paroisse protestante, le repas, parce qu'il disait non mais le repas c'est pas le culte. Donc c'est le préfet qui sait ce que c'est qu'un culte, si vous voulez. La communauté n'a plus le droit de faire autre chose que ce qui est conforme à une certaine conception de la religion. Si vous voulez. Les préfets commencent ceux qui prennent leur rôle trop au sérieux, commencent à rentrer dans ce que c'est que ce qui doit se faire dans un culte. Et c'est là que on sort complètement de l'idée de Bayes, si vous voulez. On n'est plus là-dedans. Mais vous voyez, donc, je pense que, en effet, mais à ce moment-là, pour aller plus loin dans cette idée-là, je pense qu'il faudrait carrément aussi, parce que je pense que c'est ça qui manque, refaire place à une formation théologique subventionnée. Parce que moi, et là, on sort complètement de la laïcité telle qu'elle se conçoit. Mais le prolongement de la laïcité laïcarde, ce serait, si on veut réellement, ça a été les tentatives de formation des imams, dont des gens comme Pierre Jox, qui était venu ici, vous vous rappelez, ont été vraiment motets. Ils ont dit, mais on a besoin de former
Eh bien, je pense que c'est pareil pour les pasteurs, c'est pareil pour... La théologie, contrairement à ce qu'on croit, est une formation critique. Et si on supprime la théologie, eh bien, la religion, elle pousse sauvage. Il y a un ensauvagement général, si vous voulez. On a besoin de canaliser la religion par des formations critiques. Et la laïcité interdit ça, si vous voulez. La laïcité actuelle, elle interdit ça. Et donc, finalement, c'est dangereux. Donc, ça serait le côté laïcard, vous voyez, tout le paquet à la fois de questions, de réponses, de prolongements possibles. Le laïcisme, c'est tout à fait autre chose, parce que je fais le pendant de votre question de l'autre côté. Le laïcisme, ce serait plutôt Blanquert. Je me rappelle que Blanquert, il y avait sa responsable de communication, c'était la fille de Georgina Dufoy, Perrine Dufoy, qui elle est une protestante très... je ne parle pas de Georgina, hein. Georgina est ailleurs maintenant. Il est arrivé tellement de choses, elle est vraiment ailleurs. Mais sa fille est une protestante, et alors elle avait une petite croix huguenote, mais qui dépassait à peine. Et alors Blanquert est passé à côté d'elle, elle a dit « pas de ça ici ». Au ministère, bon. Ministère de l'Éducation nationale, bien sûr. Et alors, l'approche laïciste, c'est vraiment la religion, c'est une opinion privée qui ne doit pas se voir à l'extérieur. Donc, c'est pas seulement la neutralité de l'espace public, c'est la neutralité de la société civile elle-même. Ça ne doit pas se voir dans l'État et dans les organes de l'État, mais pas non plus dans la rue, pas non plus dans le... Voilà. La société civile aussi doit se soumettre à une laïcité qui interdit toute forme, tout signe religieux. C'est là on n'est plus dans les Lumières, là. On n'est plus dans Kant, on n'est plus dans ce que disait Bayle, que je vous ai lu tout à l'heure, vous voyez. Mais en même temps, ce qui est vrai, c'est que les religions, aujourd'hui, dans une société démocratique, doivent accepter de n'être que des opinions. Ça, c'est vrai aussi. Voilà. Mais une opinion, en principe, elle est libre de se partager, de se communiquer. Vous voyez, bon, une opinion à qui on interdit de se communiquer, c'est une opinion qui va se refermer de manière secrète et qui va devenir clandestine, mais avec aussi tous les dangers de la chose. Vous voyez, elle n'est plus dans l'espace public, elle n'est plus critique, elle n'est plus exposée à la critique aussi. Vous voyez, chacune de ces positions a des grains de vérité, mais peut donner lieu à des choses vraiment abusives. Voilà un peu comment je vois les choses. Oui, je suis un peu comme Bayle, je suis un peu perplexe. Merci. Oui. Je voudrais vous demander s'il n'est pas pertinent aujourd'hui d'associer la laïcité, telle que nous la connaissons, aux valeurs de la République, de parler toujours des valeurs de la République avec la laïcité, puisque nous avons besoin d'égalité. Or, les femmes, nous sommes bien concernées par ce problème, puisque depuis la nuit des temps, nous n'avons pas eu la même égalité que les hommes. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais vous voyez, la laïcité de la Troisième République, elle était très très machiste. Donc, ce n'est pas la laïcité en soi qui n'est pas machiste, c'est que nos valeurs sont aussi en train de réinterpréter nos valeurs actuelles, nos débats actuels. L'important, c'est la vitalité, la vivacité de la discussion actuelle. Et c'est celle qui est en train de réinterpréter la liberté, l'égalité, la fraternité, donc la sororité. Vous voyez, bon, toutes nos valeurs ont besoin d'être réinterprétées dans ce sens-là. Valeurs, oui, on peut dire valeurs. Ils n'ont pas intérêt. Pardon ? Ils n'ont pas intérêt. Moi, je fais une différence maintenant entre les valeurs et les intérêts. Oui, bien sûr. On défend des valeurs, on défend des intérêts. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, si on pense, si vous voulez, la laïcité de la loi de 1905, où le mot laïcité, je crois, n'apparaît pas tellement d'ailleurs, hein, bon, c'est d'abord un système, c'est des principes juridiques, c'est des principes constitutionnels. C'est pas des valeurs. C'est important, ça à dire. C'est un cadre, c'est une maison commune, c'est une maison juridique qui après un certain nombre de conflits, a en sorte donné des règles. Des règles, voilà. Si vous voulez, on a un tout petit peu... c'est important de parler en termes de valeurs. Mais les valeurs, si vous voulez, les valeurs sont portées par une conception aristotélicienne de la morale et de la politique, dans laquelle les valeurs sont porteuses d'un bien. C'est la visée d'un bon, c'est la visée d'un bien. Et c'est très important de ne pas oublier la visée d'un bien partagé, un bien commun. C'est très important. Mais la tradition kantienne, c'est une tradition qui était, à mon avis, très importante dans la modernité. C'est que, comme il peut y avoir un conflit des visées du bien, comme il peut y avoir un conflit des valeurs,
Et à ce moment-là, c'est qui? C'est la valeur du plus fort qui l'emporte. Et c'est là qu'il faut respecter le passage au carré de ce que Kant appelle l'impératif catégorique, c'est-à-dire en fait d'accepter, faire en sorte faire passer sa valeur, ou sa maxime, la maxime de sa valeur, par l'épreuve de l'universalisation. Est-ce que je peux l'accorder à mon adversaire? Si je fais ça, est-ce que je peux accorder à l'autre la même chose? Voilà. Mais ce retour de réciprocité dont on trouve déjà profondément le geste chez Bayle, eh bien, il ne cesse de bouger dans tous les sens. Et là, maintenant, il s'est attaqué au rapport masculin-féminin d'une manière magnifique. Vous voyez. Mais ça continue à bouger. Je pense qu'on n'a jamais fini le travail kantien, mais le travail kantien de ne cesser de faire place à d'autres points de vue que notre point de vue, de se décentrer de son point de vue, qui est le geste profond de Bayle, eh bien, voilà, il continue, il va continuer. Est-ce que parfois il n'y a pas une contradiction entre la laïcité et la tolérance? Ah oui, ah ben, la tolérance, c'est le nom de la... Parce que je pense que vous faisiez venir la laïcité quelque part, des idées de Bayle, je suppose. Donc c'est ça le chemin. Ben, c'est une des deux idées, voilà. Oui. Et est-ce que ça ne peut pas aboutir à ça? Ah ben, sans tenir à la tolérance, au sens de l'idée de tolérance, dans laquelle on tolère quelques minorités, mais complètement là, justement, la Révolution française dit, mais ce qu'on demande, c'est pas la tolérance, c'est l'égalité, c'est la liberté, etc. Donc voilà, la tolérance, mais chez Bayle, le mot tolérance, qui est un mot à l'époque presque neuf, on va le retrouver chez Locke, on va le retrouver il est déjà là chez les puritains, hein, chez les Quakers, etc. Hein, bon. Ça veut dire la liberté. Elle avait dans leur bouche un sens beaucoup plus large que le sens de tolérer dans un sens de je tolère, mais je tolère parce que je l'ai complètement désarmé, il ne peut plus rien contre personne, etc. Bon. Mais donc le mot tolérance est un mot très discutable, évidemment, très discutable. Il est vu très discutable. Mais je pense que dans l'espèce de construction à deux versants de Bayle que je vous ai proposé, le mot tolérance signifie l'acceptation de la pluralité. Et une acceptation non pas seulement de la diversité, et non pas seulement une acceptation juste parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais une acceptation délibérée, affirmative, positive. Oui, c'est bien qu'il y ait une pluralité dans nos sociétés. Avec des limites, je suppose. Ah ben, les limites, c'est justement l'ordre public. C'est comment est-ce que cette diversité cohabite? C'est pour ça qu'il y a l'autre versant. C'est le versant juridique, étatique et le versant... Étatique, ou ça peut prendre d'autres formes, mais c'est ça, il faut penser les deux. Et peut-être, vous voyez, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui sont des lecteurs de Claude Lefort, qui est vraiment le grand philosophe politique, qui est mort il y a peut-être 20 ans, mais qui est très typiquement français par l'idée que, en gros, au cœur de la société démocratique, il y a un vide. Il y a un vide central. Et donc l'État est agnostique, il y a un vide, et personne ne peut venir au milieu. Et moi, c'est une image qui m'est souvent venue au début, quand je présentais Bayle. Il y a quelques endroits où il évoque cette idée d'une sorte de pluralité dans lesquelles les différentes forces s'empêchent mutuellement de prendre le monopole. Aucune force ne doit pouvoir prendre le monopole. Donc il y a un vide central. Et la forme, c'est la forme d'une voûte dans laquelle les pierres s'empêchent mutuellement de tomber en quelque sorte. Et ce qui crée un espace... Voilà, c'est ça. Et donc, on retrouve au carré d'ailleurs dans le Panthéon à Rome, parce que justement, il y a une coupole et il y a un vide au milieu. Enfin, c'est une image tout à fait extraordinaire du Panthéon romain, de la religion, de l'organisation religieuse dans l'Empire romain, qui est un empire donc, avec quand même une pluralité, mais un culte de la cité, bon, etc. Un culte de la victoire aussi. Il y a beaucoup de religieux dans Rome. Rome est vraiment fondé tellement sur la religion que les défaites militaires de Rome étaient des défaites religieuses. Ça veut dire que le dieu de Rome avait cessé de les protéger. Et donc ça a été un effondrement aussi un effondrement religieux autant que militaire. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension-là. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors donc Claude Lefort insiste sur ce vide central. Et là, c'est la pensée démocratique avec le vide central.
Mais c'est une pensée démocratique qui peut être aussi bien une pensée jacobine. C'est-à-dire, en fait, justement, on fait le vide. Mais le danger de cette conception-là, c'est qu'on oublie qu'il n'y a de vide que construit par une pluralité de pierres qui tiennent la voûte. Et le problème, c'est que, à force d'affaiblir les forces qui s'entrempêchent, qui s'entretiennent de s'empêcher, et bien finalement, le vide central, il ne résiste plus. Et il peut être envahi par n'importe quelle force. Vous voyez ? Et c'est pour ça que Ricoeur avait des textes magnifiques que je ne vous ai pas donnés, dans lesquels il dit, mais il n'y a pas une tradition européenne qui serait la tradition des Lumières, il y a une multiplicité de traditions, et il faut réveiller tout. De la même manière que la modernité des Lumières est un projet inachevé, et on reprend le mot d'un philosophe qui s'appelle Habermas, toutes les traditions constitutives de l'Europe, depuis les traditions grecques, les traditions romaines, les traditions bibliques, les antiquités, et puis ça continue avec la Renaissance, avec la Réforme, avec la Contre-Réforme, avec les Lumières, avec le romantisme, avec le socialisme, avec ça. Toutes ces traditions, ensemble, constituent cette voûte. Et si ces traditions sont trop faibles, la voûte s'écroule. Il n'y a plus de vide central. Oui, et ça, je trouve que c'est un point très important qu'aujourd'hui on oublie un peu. Voilà. L'enrichissement mutuel des civilisations qui se sont constituées. C'est ça. C'est ça que Bayle, dans le commentaire philosophique, il a des pages magnifiques là-dessus. Oui. Juste, je voulais vous remercier. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est en fait, comme vous l'avez exprimé, le fait qu'en fait, c'est jamais complètement séparé le politique et le théologique. Oui. Et on le voit bien même aujourd'hui dans notre société dite démocratique, je ne crois pas trop en fait, mais on l'a vu avec la manifestation pour tous, des partis politiques ont récupéré ces mouvements-là, qui sont très religieux. Comment on récupère toujours, on instrumentalise toujours politiquement ces courants-là qui peuvent monter pour différentes raisons, crise sociale. Et aussi, on l'a vu avec Sarkozy aussi, qui disait que oui, tout à fait. L'éditeur serait moins important que le curé. C'est ça. On disait la mère, le curé serait toujours plus important. Et on le voit partout dans le monde, que ce soit la réhabilitation de l'église orthodoxe chez les Russes. Bien sûr. On voit beaucoup aux États-Unis, même si c'est un pays laïque, ils jurent encore sur la Bible. Oui. Et on le voit aussi, mais là en France, justement, c'est pour ça que je me dis qu'on n'est pas un pays très débat, où on débat beaucoup, démocratique. En Israël aussi, on n'en parle pas, mais c'est la même courant politique. Bien sûr. Un peu d'extrême droite, je veux dire, quand même, un petit peu d'extrême droite. Et très théologique. Très théologique. Qui est soutenu par un courant intégriste juif extrêmement puissant. Bien sûr. Qu'on appelle le messianisme juif. Mais il ne faut pas en parler ici, on dirait, parce que mais tout simplement parce qu'en France, on ne veut pas parler de théologie. Vous avez absolument raison. Et la raison, c'est que d'une certaine manière, nous sommes au bout d'un processus dans lequel nous avons cru, je vais reprendre un peu les formules de Marx, qui est un auteur magnifique, mais croire que, de la même manière qu'il y a un dépérissement progressif du capital, dépérissement progressif de l'État, puisque ça va ensemble, et puis dépérissement progressif de la religion. On pensait qu'on allait sortir de ces trois choses en même temps. Et en fait, dépérissement progressif de l'État, on a eu les États les plus totalitaires qu'on ait jamais eu depuis des siècles, au nom du dépérissement de l'État, parce que de toute façon l'État est devenu secondaire, donc on n'avait plus besoin de le contrôler par des droits, on a liquidé le droit, l'économie, justement, au nom du dépérissement du capital, on a dans les anciens pays communistes le capitalisme le plus débridé, c'est absolument incroyable, le paradoxe, le retournement. Bon. Et au nom du dépérissement de la religion, on a le religieux le plus ensauvagé. Donc justement, il faut plutôt penser le contrôle du politique, le contrôle du marché, de l'économie, et un contrôle intelligent, canalisé, critiqué, repenser l'esprit critique dans les trois directions, si vous voulez. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la théologie, à mon avis, sert à ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je conçois la fonction de la théologie. Je pense que Philippe avait la même perspective. Oui. Pour répondre très court à la première question qui vous a été posée, c'est quoi le laïcard? Oui. Premièrement, c'est une insulte pour classer celui qui pose des questions qui fâchent. Oui, oui.
Et comme vient de dire monsieur, il y a beaucoup justement, on met sous le tapis les questions délicates. Et en particulier, le laïcard qui pose la question qu'il ne fallait pas poser. Parce que la laïcité, c'est, j'ai bien écouté, c'est délicat de faire la différence entre justement le politique, c'est-à-dire la vie démocratique qui donne les règles sociales, et la religion qui est quelque chose d'individuel, mais c'est le regard vis-à-vis de soi-même. Et je peux dire que qu'est-ce que... il y a une phrase qui dit, je ne sais plus de qui elle est, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et la croyance, lorsqu'on appelle Dieu, ceux qui l'appellent au dernier moment de leur vie, c'est quand ils sont le dos au mur. Ça concerne la personne. Et il ne doit pas y avoir, je dirais, de passerelle entre les deux. Et c'est toute la difficulté, elle est là. Ce n'est pas de la tolérance, c'est une liberté de penser et une liberté de chacun de vivre entre eux. Et effectivement, Bail aborde le sujet, je ne vais pas refaire l'histoire, mais le problème actuellement est délicat dans notre société parce qu'il y a une religion, l'islam, pour l'appeler par son nom, qui monte en nombre et qui, effectivement, si on devait... et en puissance, et qui pose problème lorsqu'effectivement ces deux religions s'opposent. Et de toute façon, les problèmes de laïcité se posent essentiellement sur les pays monothéistes. J'ai fait pas mal d'humanitaire, etc. Et quand on regarde, quand on parle de la religion qui existait au niveau des Romains, au niveau des Grecs, où on a des divinités, là, il y a un Dieu, et chacun le sien, et comme disent les Arabes, Mektoub, c'est écrit. Et à partir du moment où c'est qu'on se confronte pour des raisons de ce type, ben c'est le conflit. Et la laïcité, c'est une valeur, une notion individuelle qui est très difficile et qui ne doit surtout pas être interprétée. Je réponds un petit peu à ça, je ne sais pas si on a le temps. Mais d'abord, moi je suis tout à fait... moi justement, je ne voudrais pas que ni laïcard ni laïciste ne soit qu'une insulte. Je pense que c'est important, puisque ces mots existent, il faut tenter de leur donner une signification précise. C'est ce que j'ai un tout petit peu esquissé, mais il faudrait développer ça. Justement. Il y a une histoire. Et même les insultes ont une histoire, si j'ose dire. Mais j'entends très bien ce que vous dites, parce que je l'ai rencontré beaucoup dans des débats sur d'autres livres que j'avais écrits. Je dirais quand même deux choses. Premièrement, nous sommes nous aussi une société monothéiste. Y compris, nous avons une conception monothéiste de la laïcité elle-même. C'est-à-dire, en fait, il y a une vérité, il y a une société indivisible, vous voyez, bon. Et c'est normal, parce que nous sommes la sécularisation d'une société monothéiste. Alors donc, introduire de la pluralité là-dedans, c'est pas si facile que ça, oui. Et donc, comment le faire sans introduire quelque chose qui fait tout péter, qui supprime, je dirais, les frontières. Une société a besoin qu'il y ait du dedans et du dehors, qu'il y ait nous et eux, qu'il y ait du... Voilà, elle a besoin de... C'est évident. Je pense qu'il y a aujourd'hui en France une grande insécurité culturelle. C'est profonde. Mais pour la raison que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, comme nous avons, en quelque sorte, refoulé nos propres traditions, la pluralité de nos traditions vivantes, eh bien, d'une certaine manière, on marche sur le vide. André Malraux disait, on marche mal sur le vide. Et c'est bien le vide, mais il ne faut pas qu'il y ait que du vide. C'est pour ça qu'on a besoin de choses pleines, qui existent, qui vivent, avec des traditions qui soient des traditions créatrices et vivantes. Le problème de l'islam, c'est que l'islam rentre dans du beurre, parce que nos sociétés n'ont plus des traditions créatrices. Ricoeur avait cette formule extraordinaire, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut accepter d'être chez nous, d'être assis dans notre propre traditions qui sont aussi des traditions socialistes, traditions des Lumières, etc. Mais il faut que ces traditions soient vivantes, c'est pas juste des identités mortes, si vous voulez. Bon. Et des traditions, c'est là que je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu plus en opposition avec ce que vous dites. Les traditions, ça se transmet dans des milieux. Et le problème, c'est que nous avons une conception hyper individualiste. La République ne veut voir que des individus. Et donc, les milieux, on ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est chez vous, c'est caché, etc. Il n'y a pas de milieu. Les milieux, je pense que des cultures se transmettent dans des milieux, dans des familles où il y a quelque chose de vivant. Les traditions, elles sont vivantes parce qu'elles sont transmises
Et elles sont du coup contestées, déjà dans les familles, des parents par les enfants, comme le disait Bail, etc., etc. Et ça, c'est fini, on a cassé ça. En gros, maintenant, il faut que les individus soient pris un par un, sortis de tout leur milieu, mis dans une sorte d'éprouvette, on peut dire complètement idéale, factice, abstraite, et qu'ils puissent choisir. On va lui donner le choix. Mais c'est complètement... Ça tue toute culture. Parce que la culture... Je vais prendre juste un exemple. Les grandes chanteuses américaines, tout à l'heure dans la voiture, j'entendais Mahalia Jackson. Ces grandes voix des grandes chanteuses, mais toutes, jusqu'à... comment elle s'appelle, la récente, là-bas. Elles ont toutes appris à chanter dans leur paroisse. Qu'elles soient catholiques, baptistes, Nina Simone, etc. Elles ont appris... C'est là que ça se crée, la culture. Et comme on a voulu casser tout ça, enfin on n'a pas voulu, mais on sait en quelque sorte, on a pensé que ça, c'était pas le lieu de la culture. La culture, c'est un lieu, c'est le conservatoire, on va apprendre la musique tout seul, on va apprendre un instrument tout seul, le solfège tout seul, il n'y a plus de milieu de transmission de la musique, si vous voulez. Milieu, alors oui, ici, bien sûr, chez les gitans, ça se transmet encore, mais ces milieux, voilà, c'est ça que je trouve grave. Là, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez? Donc il faut qu'on repense quelque chose. Et pour moi, la conception de la religion que vous avez décrite tout à l'heure, elle est hyper protestante. C'est hyper protestante. Les protestants, oui, ils ont été, mais peut-être aussi pour des raisons historiques, aussi de persécution, dans lesquelles on gardait ça chez soi, pour soi, de manière tout à fait secrète. On a dans la maison de famille là des petits livrets de psaumes qui devaient chanter tout seuls chez eux, etc. Parce qu'on est tout seul face à Dieu, si vous voulez. Mais c'est pas forcément ça la religion. Ricoeur disait, le sujet de la foi, c'est pas je, c'est nous. Ne serait-ce que parce que c'est des traditions. On s'appuie sur ce que d'autres ont dit avant nous. On n'invente pas ça. Quand on invente sa foi tout seul, mais alors là, la foi, elle devient fanatique. Parce que justement, on est tout seul. On croit avoir un rapport à la vérité tout seul. C'est ça le danger de l'islamisme aujourd'hui. C'est des gens qui ont cassé les traditions. Juste un petit détail sur l'islamisme. Je parlais avec un imam, j'habitais à Nîmes les 10 dernières années, là. Un imam qui me disait, tu comprends, pour eux, la colonisation et tous les déboires qui c'est une punition de Dieu. Donc ça veut dire que l'islam des pères était un islam devenu infidèle. Et donc ils méprisent leurs pères et leurs grands-pères. Ils méprisent leur propre tradition. Et ils disent eux-mêmes, tout seuls, face au Coran, on va faire un islam pur, un vrai islam. Justement parce qu'ils prétendent tout seuls avoir raison sur une table rase de la tradition. C'est très dangereux, évidemment. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ben, on va s'arrêter là, peut-être. Mais on vous remercie pour... Merci à vous. Voilà, mais on aura l'occasion de te réinviter au cas là.